Alors merci Hubert et n'hésite pas à reprendre le micro quand tu as plus de résultats, puisque si je comprends bien, on n'est pas tombé ce soir dans le régime de parti unique. Il reste un peu d'espace tout de même. Alors pour en parler et faire les premiers commentaires sur ces résultats, avec Stéphane Aliès, Mathieu Magnodex, bonsoir, Lucide Delaporte, Hélène Salvi et Christophe Guignot. Stéphane, donc le ressac, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous donne raison de jamais trop croire à tout prix les sondages que nous ne commandons ni ne commentons, puisque là, on a quand même deux instituts qui, sur un même scrutin, donnent une centaine de voix, de sièges d'écart. Je pense que c'est un peu du jamais vu quand même sur une soirée législative. Je pense que tout ça donne quand même l'indication par rapport aux chiffres, enfin aux premiers résultats qu'a donné Hubert, des résultats nets, définitifs, par exemple la victoire d'Olivier Faure ou de Boris Vallaud, qui était quand même en ballottage très défavorable, ou François Ruffin, encore plus, où vraiment ça semblait paumé, d'une certaine, en tout cas, abstention différenciée, vous en parliez sur le plateau d'avant, du côté de l'électorat d'En Marche, finalement, qui peut-être a cru que la victoire était donnée et peut-être aller à la plage, ce week-end fort ensoleillé. On va attendre maintenant, parce que bon, tout ça est encore un petit peu incertain et indécis, mais il semblerait en tout cas que voilà, qu'il n'y ait, par rapport aux craintes qu'exprimait Hélène Salvi dans son article samedi, qui présentait le risque d'une assemblée sans opposition. Hélène, il semblerait qu'il y ait quand même quelques groupes d'opposition, que la droite réussit à faire finalement plus d'élus que ce qu'il redoutait. Quelles premières analyses tu dresses, Hélène, de ces quelques résultats pour l'instant pas encore consolidés? Par rapport à ce que Hubert a donné comme premier chiffre, c'est vrai qu'on ne s'attendait quand même pas à ce que ce soit aussi bien pour la droite. Là, ils sont plutôt contents parce que eux qui étaient très pessimistes ont plutôt des bonnes nouvelles. Mais pour le reste, effectivement, on n'est pas sur l'étiage de 400 voire plus députés pour le moment. Que les sondages prévoyaient et que les résultats du premier tour pouvaient nous laisser penser. On reste quand même dans une majorité qui est très importante. S'ils ont 350 députés, ça reste bien au-delà de la majorité absolue. Ce qui va être intéressant, c'est que non seulement, et d'ailleurs c'est un peu pourquoi nous on a plaidé, et puis pourquoi beaucoup de formations politiques ont plaidé au cours de la semaine d'entre-deux tours, c'est qu'on va pouvoir enfin espérer avoir un vrai débat parlementaire avec une opposition, un groupe LR qui sera assez important, visiblement aussi un groupe issu de la gauche. Faudra ensuite regarder dans le détail qui parmi les élus se sont déjà prononcés comme étant Macron compatibles, c'est-à-dire comme étant ceux qui voteront la confiance, parce que qui se votera le 4 juillet normalement, parce que c'est vraiment ce jour-là qu'on va voir un peu où se placeront les dynamiques d'opposition ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, avec l'entrée de personnes comme Ruffin, comme Le Pen, comme Mélenchon, certainement, enfin de vraies personnalités d'opposition issues de différents mouvements, on risque d'avoir une assemblée qui ressemble à quelque chose d'autre qu'un simple parti unique où tout le monde vote aux ordres. Alors en même temps, Macron est assuré d'avoir une très large majorité. Est-ce qu'il y a une incertitude sur le fait qu'il ait cette majorité absolue avec le MoDem ou est-ce qu'il la sans le MoDem? Parce que là aussi, ça peut jouer dans les. Pour l'instant, c'est pas encore. Pour le moment, on peut pas trop voir parce que les résultats sont pas tombés. Le MoDem, ce qui était sûr, c'est que cette semaine, il fixait une fourchette raisonnable de 50 élus, ce qui est, ma foi, effectivement assez raisonnable. Mais si la République En Marche a 350 élus in fine, on enlève 50 élus, il aura quand même sa majorité. Il aura quand même la majorité absolue seule. Oui, oui. A priori, oui. Et de toute façon, à cette majorité vont une fois de plus s'ajouter des élus issus de LR, l'UDI, qui voteront un certain nombre de textes, et notamment les textes socio-économiques sur, par exemple, la réforme du Code du travail, et s'ajouteront également des élus issus des rangs du Parti socialiste. Donc tout ça, a priori, lui fait quand même une majorité plus qu'absolue. Alors, je regarde en même temps un petit peu les infos qui tombent. Donc, l'occasion de dire qu'a priori, il y aurait 5 députés
FN élu dans le Pas-de-Calais, ce qui serait quand même une sacrée vague. C'est plus que ce qu'ils espéraient. Ils en espéraient 3. Ouais, et là, visiblement, ils en auraient 5. Donc, effectivement, je vous invite à lire sur Mediapart un très bon reportage d'Aïdé Sabéran qui avait parcouru le Pas-de-Calais et qui annonçait quand même effectivement une vraie vague qui serait la conclusion de quelques années. Louis Alliot aussi serait élu à Perpignan. Un événement pour nous à Mediapart qui suivons un petit peu sa carrière de près. Donc Jean-Christophe Cambadélis vient d'annoncer à l'instant sa démission du Parti Socialiste au profit d'une direction collégiale. Je me tourne vers Christophe Gueniot, qui suit la gauche pour nous à Mediapart. Jean-Christophe Cambadélis démissionne du PS, qui malgré tout pourrait résister un peu plus que ce qu'il aurait pu redouter il y a encore 2-3 jours quand on se demandait même s'il pourrait être en capacité de former un groupe. Quels enseignements vous tirez, tu tires de ce second tour-là à gauche? J'annonce aussi qu'Alexis Corbière est élu à Montreuil, visiblement, et que donc il devrait y avoir la possibilité d'un groupe FI et un groupe PS, France Insoumise PC, PS, enfin qu'il y ait une petite résistance par rapport à... Si le PS fait mieux que ce qu'on attendait et si Cambadélis démissionne, ça fait quand même 2 bonnes nouvelles pour le PS en ce début de soirée, c'est déjà pas mal. Surtout qu'ils étaient quand même très très mal. Après, Cambadélis, vu la claque qui s'est prise au premier tour quand même, où il a été très salement sorti, et la non-campagne législative, la très mauvaise campagne, enfin l'accompagnement de la campagne amont a été quasiment inexistant pour le PS. Voilà, c'est un peu la suite assez logique. Par ailleurs, c'était ce qui était demandé par beaucoup de gens. Et à gauche et à droite du PS d'ailleurs, tout le monde était à peu près d'accord pour dire qu'il fallait se débarrasser de Cambadélis et faire un truc collégial. Après, ça règle pas tout ce soir et comme le disait Hélène, avec la droite, avec le PS, ça va être pareil. Il va falloir regarder qui vote quoi le 4 juillet au moment du vote de la confiance du gouvernement. Parce que en vrai, là, on a quelques personnalités du PS dont on sait qu'ils sont Macron-compatibles, qui sont d'ores et déjà élus, et quelques personnalités du PS dont on sait qu'ils sont dans l'opposition, qui sont déjà élus. Il faut voir si ils ont assez pour faire 2 groupes, ou s'ils vont essayer de faire un truc ou de s'entendre à minima, mais ça m'étonnerait quand même. Ça me paraît très compliqué. Alors, un groupe parlementaire, c'est 15 députés. Ouais, et la France Insoumise pourrait espérer obtenir 30 sièges, c'est ça, une trentaine de sièges. Ouais. Avec le PCF, là, dans le... Avec le PCF. Mais ce qui est presque au-dessus de ce qu'ils espéraient cette semaine-là. C'est de même pareil qu'à droite, hein, il y a une correction qui a l'air de s'être opérée. Bon, vu le résultat, enfin vu la participation, c'est plutôt des gens d'En Marche qui semblent ne pas être allés voter. Puisque ça augmente pas beaucoup, mais voilà, ça va être une bonne nouvelle et pour la France Insoumise et pour le PC s'ils sont à une trentaine. Après, il va falloir voir entre eux comment ils arrivent à s'entendre, parce qu'ils ont été quand même assez à couteau tiré avant le premier tour des législatives. Ça va un petit peu mieux cette dernière semaine. Puisque il y a eu de part et d'autre quand même des gestes, des pour soutiens organiser des reports à peu près corrects. Voilà, en particulier quand même de la part de la France Insoumise qui a appelé même à voter pour les 4 candidats PS qui avaient voté la motion de défiance. Donc les 4 frondeurs PS étaient même soutenus par la France Insoumise. Donc il y a des gestes. Voilà, ça va être un truc à suivre là, sur ces prochaines semaines. Tout ça va s'organiser de toute façon dans les 2-3 semaines qui arrivent. Mais a priori, le projet était de faire un groupe commun, France Insoumise PC? Alors, non. Non. Non, mais il faut voir. En fait, ça va vraiment dépendre de qui à la France Insoumise rentre à l'Assemblée, qui au PCF rentre à l'Assemblée. Peut-être qu'ils vont faire 2 groupes, peut-être qu'ils vont réussir à s'entendre. Franchement, là, c'est un peu trop tôt pour le savoir et il faudra que je passe quelques coups de fil ce soir pour essayer d'en savoir plus. Mathieu, toi qui as beaucoup suivi les candidats En Marche, certaines personnalités, tu as fait le portrait de plusieurs, en particulier un PDG start-upper dans le Var, là, qui est quand même un portrait assez spécial. Est-ce que ce reflux peut être lié à la personnalité des candidats, à leur manque de notoriété très grand, à leur inexpérience? On a pu assister à certains débats télévisés
qui était quand même assez croquignolé. Est-ce que ça a pu jouer dans cette semaine-là? C'est possible. Moi, je trouve assez intéressant, en tout cas, la configuration d'après les premiers résultats qu'on a ce soir. C'est un Parlement qui va être probablement assez intéressant à suivre dans les prochaines années, vu les personnalités, quelle que soit leur couleur politique et leur tendance politique, qui rentrent dans cette Assemblée nationale, parce que de part et d'autre de cette majorité un petit peu quand même hégémonique, avec bien plus que 300 députés, ça c'est sûr maintenant, qui est bien au-delà de la majorité absolue, eh bien on va avoir des personnalités très fortes, comme a dit Hélène, et du coup on va avoir une sorte de débat parallèle comme ça entre un fait majoritaire qui sera toujours très important et puis quand même un débat qui se passera à nouveau dans l'Assemblée nationale, ce qui sera un peu nouveau par rapport à la situation de la dernière fois, puisqu'en fait ce qui s'était passé, c'est que la principale opposition au pouvoir était dans sa propre majorité, finalement dans cette majorité absolue de François Hollande, et on avait finalement de part et d'autre des oppositions assez faibles. On se rappelle avec un groupe notamment communiste et outre-mer où il n'y avait pas de députés du parti de gauche et des personnalités peu connues au niveau national, très centrées sur le travail parlementaire. Pareil, à droite évidemment quand même des personnalités importantes qui étaient là, mais donc c'était la principale opposition. Et puis un Front National, pareil, son groupe un peu atone, etc. Donc c'est une configuration assez différente. Alors sur les, moi je crois qu'en effet ça a pu jouer. Il faudra regarder bien sûr tout ça dans le détail, mais quand même ce qui était devenu assez clair cette dernière semaine, notamment depuis 10-15 jours, c'est que la sélection, comme on l'avait dit déjà la dernière fois, opérée par le casting, soi-disant vertueux, vous allez voir, on va faire quelque chose de très nouveau, etc., en sélectionnant vraiment les meilleurs, la crème de ce pays, les forces vives, etc., est apparue quand même assez problématique, en tout cas pour une partie des gens. Il y a des gens, en effet, qui sûrement ont leur place à l'Assemblée nationale, évidemment, dans le lot, bien sûr, il ne faut pas caricaturer, mais il y a aussi des gens dont on a découvert qu'ils sont poursuivis par des enquêtes préliminaires, qu'ils passent en correctionnel bientôt, qu'ils ont des pratiques de patrons harceleurs comme le fameux Alexandre Zapolski dont j'ai parlé, dont tu as parlé, François, qui est donc député probablement ce soir, il faudra voir, mais du Var. Et qui est l'incarnation un peu de la Startup Nation d'Emmanuel Macron, comme ça. Mais enfin sélectionné visiblement avec des critères quand même assez lâches, puisqu'il aurait suffi de poser une question ou deux à des gens qui sont dans le monde du logiciel libre dans lequel il opère, pour se rendre compte qu'il avait quand même une réputation extrêmement mauvaise. Et d'ailleurs, nous, on l'a bien vu, parce que si j'ai enquêté là-dessus, c'est que très vite, dès qu'il a été nommé, il y a eu 3 mails qui sont arrivés en disant mais regardez lui, machin. Donc c'est pas comme si. Alors il y a des gens des fois qui cachent qu'ils ont un casier judiciaire qui n'est pas vierge, puisque ils n'ont pas demandé, ils ont dit on veut des gens qui ont un casier judiciaire qui est vierge, mais ils n'ont pas forcément demandé la preuve de ça. Mais c'est vrai que quand même il y a eu vraiment de gros trous dans la raquette de la sélection. Et je pense que du coup ça a dû jouer probablement, puisqu'il y a eu y compris pas mal de choses assez médiatisées en effet sur certains candidats qui ne semblaient pas à la hauteur. Alors probablement l'inexpérience peut être acceptée, mais quand on n'arrive pas à aligner une phrase correcte et syntaxiquement correcte, ça devient compliqué, oui. Alors, avant de donner la parole à Lucie, qui est journaliste qui suit la droite, quelques résultats en passant pour introduire ma question, Lucie. On voit donc d'abord côté PS, on voit la défaite de Christian Paul, qui était un petit peu un des leaders des frondeurs socialistes, mais deux autres socialistes qui ont critiqué le quinquennat sortant, comme Delphine Batho ou Régis Juanico, viennent d'être élus. Également, Marine Le Pen donc, est élue, arrive à l'Assemblée nationale, est élue avec plus de 60% des voix, tout de même, dans sa circonscription. Et côté droite, nous avons Christian Jacob, Éric Woerth, Daniel Fasquelle, Guillaume Larrivé et Guillaume Pelletier qui viennent d'être élus. Lucie, Guillaume Pelletier, tu l'as vu il y a peu, puisque tu rentres d'un reportage dans Loir-et-Cher où finalement certains font des mauvaises manières dans ce département. Et tu as vu un petit peu comment Guillaume Pelletier a réussi un petit peu à contrer la vague Macron. Et au-delà du seul cas de Guillaume Pelletier, cette résistance de la droite, on va dire non alignée sur Macron, est-ce que ça va influer là, sur les jours, semaines et mois à venir, sur l'avenir de la droite, entre des élus Macron compatibles, des élus qui sont plutôt sur une ligne plus dure, l'arrivée de Marine Le Pen là-dedans dans l'hémicycle risque aussi de venir perturber le jeu. Quels enseignements toi tu tires sur ces premiers
Comme disait résultats. Hélène, c'est vrai qu'on va regarder de près qui est élu précisément et je pense que voilà, on va regarder les groupes qui vont sans doute se former très bientôt entre les Macron compatibles, ceux qui sont sur une opposition beaucoup plus ferme et résolue, dont Guillaume Pelletier fait partie, puisqu'il a d'ailleurs fait publier un texte dans le Figaro ce matin ou hier soir pour justement annoncer la couleur et déjà lancer un peu les bases d'une refondation à droite plutôt côté Wauquiez. Donc en s'en disant à la fois, d'ailleurs c'est un peu le mot constructif, on l'a entendu dans toute la droite, parce qu'à un moment on s'était dit dès qu'ils disent constructif c'est qu'ils sont macronistes. En fait ils ont compris que l'électorat ne voulait pas d'opposition trop bête et méchante, donc il fallait montrer que sur certains points comme la sécurité, comme la loi sur le terrorisme, comme évidemment la loi travail qui est quand même un rêve de la droite qui va sans doute s'accomplir par Macron, il fallait montrer qu'on pouvait être constructif sur certains points. Donc là, c'est sûr que il y a un peu une période de doute existentiel à droite. C'est que Macron leur a pris une grande partie de ce qui faisait leur pilier idéologique, etc. Et que là, ils vont devoir un peu se reconstruire dans les prochains mois. Voilà, juste pour ceux qui nous regardent, il faut signaler ce reportage de Lucie dans la circonscription de Guillaume Pelletier, qui explique quand même qu'il a été sauvé par une sorte de candidate fantôme opportunément surgie, se revendiquant de la majorité Macron, et qui a permis à Pelletier de passer en tête au premier tour et de profiter de cette symbolique et de cette dynamique grâce à cette candidate que personne n'a vue, que personne n'a rencontrée, qui n'a pas fait une déclaration publique, qui n'a pas participé à un débat et dont les affiches sont imprimées par l'imprimeur de Patrick Buisson, quoi. Donc c'est assez téléphoné comme manœuvre. Alors question, est-ce qu'il peut y avoir deux groupes de droite ? Sans doute, c'est sans doute, et voire plus, parce que... Plus non, mais non, mais en fait, il y a une droite, clairement, qui a annoncé autour de Thierry Solère, qu'il voulait absolument travailler avec Macron, et en tout cas, qui ne suivrait pas aussi, puisque c'est ça qui va se jouer, c'est le congrès à l'automne, et la reprise en main du parti, sans doute, par Laurent Wauquiez. Plusieurs députés, je ne sais pas si on a les résultats de Pierre-Yves Bournazel, mais il a déjà dit, si c'est la ligne Wauquiez, moi je ne serai pas là-dedans. Donc il y a toute une partie de la droite qui ne voudra pas s'aligner sur cette ligne assez dure. Donc il y en aura au moins deux lignes. Et puis il y a aussi, mais ça c'est l'affaire des prochains mois, des prochaines années, mais aussi toute une droite qui travaille un peu pour une union avec... l'extrême droite, avec aussi ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est un mouvement qui sera sans doute plus profond, mais qu'il faudra suivre sans doute cet éclatement. Et alors, ça signifierait, Hélène, toi qui as suivi toutes ces dernières années les aventures de l'UMP et puis des Républicains, dans l'hypothèse de deux groupes de droite, ça veut dire que les Républicains, le parti explose lors du Congrès, comme le suggérait Lucie, ou finalement il laisse cohabiter deux groupes et puis... Moi, je suis assez radicale sur cette question. C'est que je pense que le parti a déjà explosé il y a plusieurs mois et que la primaire, de toute manière, a fini... Pas officiellement. Oui, mais enfin bon... non, mais dans les faits, je veux dire, la droite la primaire de la droite a fini d'exploser un parti qui était quand même traversé par des fractures idéologiques depuis des années et des années. La primaire les a juste fait remonter à la surface et tout ce qui s'est passé pendant la campagne de François Fillon a achevé le travail, notamment au Trocadéro. Ça, j'en suis sûre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le courant Macron compatible, c'est-à-dire peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'élus au maximum, je pense, effectivement, un peu dirigé par Thierry Solère, qui est un proche d'Édouard Philippe, le Premier ministre, et composé de pas mal de jupéistes et de leméristes, pour reprendre les anciennes écuries. Ces gens-là, ça fait quand même un bon moment qu'ils sont partis et qu'ils ont annoncé la couleur à l'Assemblée, c'est-à-dire on sera dans un débat constructif, on votera la confiance, on votera les textes parce qu'on veut répondre à la fameuse main tendue que Emmanuel Macron nous aurait envoyée en nommant Édouard Philippe à Matignon et à Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Il est non seulement assez clair qu'ils ne vont pas suivre une ligne qui serait estampillée Jacob, Ciotti, où il n'y a plus Wauquiez à l'Assemblée, mais en tout cas cette ligne-là, qui est tenante d'une ligne très dure, qui va se jouer
pendant le congrès d'octobre. Oui, mais donc du ils coup, vont, oui, mais du coup, il y a quand même un vainqueur ce soir. Enfin, je sais pas, j'ai moins suivi, mais c'est François Baroin qui a limité la casse, qui peut dire, moi j'ai piloté cette campagne législative. Bon, eh ben, c'est pas le désastre annoncé et on tient à peu près. Premier ministre, Non, mais certes, non, mais je veux dire. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans doute ce sera le seul groupe de réelle opposition. S'ils sont une centaine de députés, alors même s'il y a 30 députés qui votent la confiance, bon, ça fera un petit peu moins, mais enfin, ça risque quand même. Parce qu'il y a aussi une vraie question, c'est à quoi vont servir ces députés Macron compatibles, puisque finalement Macron, lui, n'en a plus aucun besoin. Quel est le sens? Enfin voilà, est-ce qu'ils vont se fondre dans cette grande masse, ou est-ce qu'ils vont essayer de jouer une partition un peu droite, un peu centre au sein de leur famille? Alors pour le coup, Macron effectivement misait sur eux pour avoir une majorité relative s'il n'avait pas eu la majorité absolue, mais enfin ils vont avoir une vraie nécessité pour quelqu'un d'autre qui est le Premier ministre, parce que c'est quand même les seules personnes globalement qui connaît aujourd'hui le chef de la majorité. Les seules personnes qu'il connaît à l'Assemblée, c'est ses anciens amis de LR. Et c'est ces gens-là qui vont former. Donc je pense qu'il va évidemment s'appuyer là-dessus et ensuite sur sa majorité de 300-350 députés LREM. Mais je dirais, les personnes qu'il va rencontrer là dans les 2 semaines à venir par grappe, visiblement, les nouveaux députés de La République En Marche, c'est quand même de sombres inconnus pour le chef de la majorité. Donc ils vont jouer ce rôle de priori. C'est plutôt une bonne nouvelle, Hélène, pour l'exécutif, de gagner, mais de façon pas si écrasante qu'annoncée. Là, on voit, alors si j'en profite pour vous donner un petit peu les résultats qui tombent, mais Jean-Richard Ferrand a été réélu, mais à Lille, Christophe Ittier, qui était le mandataire d'En Marche, qui avait juré depuis 6 mois déjà la mort de François Lamis, qu'il a obtenu au premier tour, mais finalement est en ballottage et au coude à coude en recompte à Lille face à un candidat de la France Insoumise. Il y a au passage aussi autre info, Florian Philippot est battu, mais d'autres élus FN arrivent quand même en nombre. En l'état, le FN devrait être en position de former un groupe. France Insoumise et les communistes sont aussi des élus France Insoumise dans l'Ariège notamment ou dans l'Ardèche sont en train d'être annoncés. Le PC aussi résiste pas mal. Par rapport à la chambre super Macron-Horizon qu'on redoutait à la fin, au soir du premier tour, est-ce qu'au final c'est plutôt pas mal quand même, sinon ça la foutait un peu trop mal quand on voulait tout renouveler, d'avoir 80% de l'Assemblée à 60%. Déjà, malgré eux, ils vont prévenir les critiques de parti unique, Assemblée Godillot et tout ça. Donc pour eux, évidemment, c'est bénéfique, d'autant plus que, une fois de plus, il s'assure quand même une majorité absolue de chez Oui, Absolu. voilà, n'oublions pas l'essentiel, c'est qu'il a quand même une très large majorité absolue. En fait, ils ont un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi, pour ne pas dire plus. Et ils ont une majorité absolue. En même temps, ils s'offrent le luxe de ne pas avoir les critiques sur « Ah, vous n'avez pas d'opposition, et puis avec un tel taux d'abstention, de toute manière, vous ne représentez rien. » Donc ça, c'est très bien. Et par ailleurs, ils ont un groupe assez fort pour même permettre au sein du groupe d'éventuelles dissensions ou débats d'idées, etc. Parce que quand vous avez 350 élus, même s'il y en a 40 qui ne sont pas d'accord avec vous, ça vous fait quand même une majorité absolue, in fine, pour voter les textes. Et puis alors, Mathieu, ça va alléger ce sur quoi tu as commencé à travailler, c'est-à-dire toute la mécanique d'accompagnement des nouveaux députés En Marche. Elle va quand même être devoir, parce que là, c'était un peu la panique, si j'ai bien compris, à l'Assemblée nationale sur comment on accueille tous ces gens qui, c'est normal, ne connaissent pas la mécanique parlementaire, ne savent pas ce que c'est que l'Assemblée, ignorent le règlement. Et donc, il était prévu des grandes opérations team building à En Marche, à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est toujours le cas. D'ailleurs, il va y avoir un grand séminaire la semaine prochaine, week-end prochain, des nouveaux élus. Il y avait en effet une inquiétude sur la capacité de gérer cette grande majorité. C'est pour ça que je pense que ce soir, on ne fait pas parler des gens qui ne sont pas là, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit désolé de ce résultat. Il faudra juste voir le résultat. Regardons-le bien du MoDem, parce qu'il y a quand même... En direct, la fourchette s'abaisse. On pourrait être à 315 députés pour En Marche, ce qui fait que là, le MoDem redevient incontournable. Oui, c'est intéressant parce que c'est notamment avec ces dernières semaines
la façon dont François Bayrou, dès l'élection d'Emmanuel Macron, s'est rappelé sur la question des investitures au souvenir de son allié, comme il le dit, c'est vrai dont il a aidé la victoire à la présidentielle en venant l'aider à un moment vraiment très critique pour lui. Bayrou était là, et puis maintenant il y a cette histoire d'enquête préliminaire sur les assistants et les emplois du MoDem qui quand même fait tâche, et ça beaucoup de proches de Macron le savent, et leur souhait dans les dernières semaines, c'était quand même, si on peut, ok d'accord, on nous accusera d'avoir une majorité absolue, etc., machin, et ce sera peut-être un peu trop visible pour reprendre les mots de Stéphane, mais bon, si au passage on peut se passer de Bayrou, ce serait pas mal. C'était comme ça qu'il le disait, donc disons-le comme ça. Et là, c'est pas sûr que ce soit la même chose, et donc on risque d'avoir quand même des débats assez importants dans la majorité, et puis avec cette tradition du MoDem qui est de négocier un petit peu pour tout, pour exister, et donc ça peut être compliqué au sein de la majorité. Donc faudra voir ça. Cela dit, il y a quand même, moi je trouve que c'est ce qui va être un peu plus intéressant, ce qu'on va regarder d'ailleurs ici dans les prochains jours, ça va être la façon dont ces gens qui sont pour beaucoup venus du monde de l'entreprise ou du monde du privé, etc., font la part des choses entre leur statut d'élu de la nation et puis leur carrière passée. Par exemple, chose très intéressante qu'il faudra regarder, dans 10 jours à peu près, je crois, la constitution de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous allez avoir des gens qui vont rentrer à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui sont des gestionnaires de fortune, qui sont des gens qui ont créé des boîtes, qui sont des gens il y a notamment celui qui est élu, là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, dans la circonscription des Français d'Amérique du Nord, qui a priori va être élu, enfin, je sais pas, peut-être tout est possible ce soir, enfin je crois pas. Roland Lescure, qui a été numéro 2 de la Caisse des dépôts du Québec, qui est une caisse qui gère, je crois, 7 millions de retraites et d'assurance vie des Canadiens, c'est un énorme truc. En tant que, par exemple, chargé des placements de la Caisse du Québec, l'an dernier, sur 270 millions de placements, il a placé un dixième à peu près dans des paradis fiscaux. Et il s'en justifie en disant, bah oui, mais bon, c'est un peu la grammaire des affaires, comme dirait Emmanuel Macron, c'est comme ça, on peut pas être vertueux tout seul, etc. Ce sont exactement ce genre d'arguments qui sont avancés souvent à l'Assemblée nationale par certains élus pour ne pas faire avancer la régulation financière, en disant, nous, tout seul, à notre petit niveau, on peut rien, etc. Et donc, ça va être des questions qui vont se poser. Est-ce qu'ils vont arriver à faire la différence ou pas? Ou alors, est-ce que finalement, ils vont considérer que finalement, une lecture assez classique de l'économie que la plupart d'entre eux, assez pragmatiques, ils peuvent avoir, finalement, est en phase avec le projet politique qu'ils portent. Et donc là, ce sera, du coup, ça peut être potentiellement des décisions assez peu contraignantes, par exemple, pour le monde financier. Donc c'est un exemple, et ça va être, à mon avis, aussi intéressant de voir comment ils arrivent ou pas à faire la bascule entre leurs activités passées et leur rôle de député aujourd'hui défendant l'intérêt public. Christophe, alors Mélenchon avec un groupe à l'Assemblée, enfin un groupe France Insoumise à l'Assemblée et son score du premier tour de la présidentielle, est-ce qu'il va revendiquer le rôle de reconstructeur exclusif de la gauche, des gauches? Comment ça peut s'envisager? J'ajoute juste que par rapport des résultats qui tombent, par exemple à Lille, où François Lamy a clairement appelé. Donc c'est toujours touche-touche entre Christophe Ithier et Adrien Quatennens, je ne me rappelle plus bien son prénom. Mais par exemple, dans la deuxième circonscription, Hugo Bernalicis s'est élu. Là où il y a eu des dynamiques un petit peu unitaires dans le désordre et les ruines de la gauche actuelle, on sent que ça a quand même permis, là, à l'heure actuelle, c'est touche-touche entre Manuel Valls et Ulysse Rabaté et Madame Amrani, dont j'ai oublié le prénom. Et pareil, où il y avait un soutien quand même désordonné, mais quand même un soutien semblant de dynamique unitaire. Est-ce que c'est des choses dont Jean-Luc Mélenchon et les autres vont peut-être tenir un peu compte? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il en a déjà tenu un peu compte en lui faisant un petit geste d'ouverture dans l'entre-deux tours quand même. Mais là on était pour sauver le deuxième tour, oui, mais, pour organiser autant que faire se peut les reports. Stratégie, c'est aussi plus ou moins l'aveu, et enfin en tout cas il semble s'être rendu compte que sa stratégie tout seul au premier tour n'avait pas été un succès flagrant, et effectivement si les résultats se vérifient, effectivement, au moment où on arrive à faire des soutiens réciproques, etc., ça semble plus séduire les électeurs qui ont l'air de plus voter. Voilà, il faut vraiment voir. Après, Mélenchon, il va se servir de l'Assemblée, c'est sûr, pour construire et poursuivre la construction de la France Insoumise. Je ne sais pas si ça va être une France Insoumise qui va être un peu plus
ouverte à des courants, parce que pour l'instant il ne veut pas entendre parler de courants, est-ce qu'il pourrait y avoir des courants et tout ça, comment il va gérer avec ses partenaires d'ensemble du PCF, qui vont certainement se rappeler à lui, comment il va gérer aussi avec les harmonistes, s'il y en a quelques-uns à l'Assemblée, est-ce qu'il va les accueillir dans son groupe ou est-ce qu'il va dire non, chacun fait son groupe, nous on est le groupe France Insoumise et on tient le truc. Voilà, tout ça c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Mais de toute façon, Mélenchon, il a quand même gagné une bonne partie de son objectif au moment où le PS est de toute façon dans un état de délabrement caractérisé par la démission de Cambadélis, quoi. Donc ça, c'est déjà le premier pas que lui jugeait nécessaire pour reconstruire la gauche. Voilà, après, il faut voir les autres pas, comment ils se jouent. Est-ce que les harmonistes qui se réunissent le 1er juillet sont un de ces autres pas? Les journées d'été des Verts à Dunkerque sont les seuls, pour l'instant, je crois, annoncés à gauche, vont être aussi à un autre moment un peu étrange où les Verts pourraient décider de se saborder ou non. Enfin, bon, voilà, ça va être comme ça, des petits moments. Et Hélène, est-ce que ce petit sursaut, à gauche, peut inciter le pouvoir, Macron et Édouard Philippe, à donner quelques signes? Je prends un exemple, la présidence de l'Assemblée nationale, puisque tu as écrit qu'elle pouvait être destinée à Thierry Solère, député de droite, de Boulogne, avec aussi quelques affaires accrochées. Est-ce que, avec le vote d'aujourd'hui, on peut imaginer un Solère prenant la présidence de l'Assemblée? J'ai écrit que son nom circulait parce que c'est le cas, oui, et celui de Laure de la Raudière qui est aussi une LR circulait. Je pense que le nom circulait précisément pour la raison que j'invoquais tout à l'heure, le fait qu'il fallait au chef de la majorité ministre quelqu'un sur lequel il puisse s'appuyer, avoir confiance, etc. Effectivement, le fait que la gauche soit moins détruite. Voilà. Moins détruite qu'on pouvait le présager, peut changer la donne. D'autant plus que du côté des personnes à la République En Marche qui sont issues des rangs de la gauche, c'est un peu compliqué de le dire, mais en tout cas des rangs socialistes, déjà le fait de nommer un Premier ministre de droite, bon, c'était pas non plus le signe le plus sympathique envoyé, et ça râlait déjà dans le landerneau de la gauche macroniste sur le fait d'en plus avoir à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un aussi issu de la droite. Donc ça peut effectivement rééquilibrer un petit peu les forces. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème? Parce que je vois encore de nouveaux élus, type Stéphane Le Foll ou Valérie Rabault. Est-ce qu'il ne va pas y avoir élus, absolument, alors que ce soit des techniciens, on va dire, des gens qui connaissent bien les arcanes de l'Assemblée, ou des grandes voix type François Ruffin, Alexis Corbière, Marine Le Pen, je ne mets pas de signe égal, hein, je les égrène, par rapport à des nouveaux arrivants dont on a vu qu'ils pouvaient avoir, pas tous, mais certains, des difficultés dans la présence et l'activité politique. Est-ce que ça risque pas d'être... alors ça peut jouer sur le côté le renouvellement, mais est-ce que c'est pas le début des ennuis? Oui, à la différence qu'il y a quand même pas que dans la majorité d'Emmanuel Macron, des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui arrivent comme ça, venant de leur start-up et qui disent « je vais me mettre au service de la nation », etc. Il y a quand même des gens très expérimentés en politique, des gens qui sont déjà passés par soit le MoDem, qui sont toujours soit par les Républicains ou LR, et qui d'ailleurs ont souvent été ceux qui ont été choisis, parfois d'ailleurs... y compris quand ils étaient en difficulté. Par exemple, un élu dont j'ai parlé dans Mediapart, qui aussi, lui, sous le coup d'une procédure pour harcèlement dans son entreprise, qui est patron d'entreprise, mais qui surtout qui a été sélectionné aussi au départ parce qu'il connaît très bien le terrain et qu'il est adjoint au maire de Perpignan, LR, et qui voilà. Donc c'est un exemple. Mais je veux dire, les gens ont des histoires, et donc il y a aussi des gens qui connaissent bien la politique. Alors ils connaissent peut-être moins après le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est sûr, mais bon, on peut parier que c'est des gens qui quand même vont être bien encadrés, sur lesquels les ressources vont être mises, d'autant plus qu'on ne le dit pas assez, mais quand même, la République En Marche, ce soir, et pour les 5 ans qui viennent,
est quand même un parti richissime, hein, avec entre 25 et 30 millions. Alors, il faudra voir avec les nouveaux chiffres d'élus, mais entre 30 25 millions et d'euros 30, de financement public. ça pourrait être 25, voilà, sur 5 ans, donc chaque année. Hein, donc, c'est voilà, c'est un parti qui va avoir de quoi encadrer les élus. Mais c'est vrai que, quand même, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une petite différence entre, en gros, une majorité où il y aura quelques ténors, quelques personnes connues des médias, etc. Et puis beaucoup de députés un peu, peut-être, en gros, qui fonctionneront à l'élément de langage, qui est un peu la règle d'or du parti d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, vous savez, on se passe les messages par boucle WhatsApp, hein, sur le téléphone. Voilà le message du jour, etc. Voilà comment vous faites. C'était comme ça, par exemple, que la campagne a été menée. La campagne de beaucoup de ces candidats a été menée à distance, avec des boucles WhatsApp. On disait, voilà, sur quoi il faut insister pendant votre campagne. Bon, aussi avec des aides techniques et logistiques qui étaient comme ça, fournies directement soit par les réseaux sociaux, par des messageries. Donc qui était une façon de faire une campagne aussi plus réactive. Et bon, ça, voilà. Donc il risque d'y avoir une petite confrontation entre comme ça des élus. En gros, les éléments de langage contre la politique, d'une certaine façon. Tout en disant quand même qu'il y a des gens dans cette majorité qui, de fait, font de la politique, qui partagent totalement la ligne présidentielle, qui est, on a dit, ok, il dit une ligne et de gauche et de droite, il dit les bonnes volontés. C'est aussi une ligne politique claire, qui est une ligne entre le social-libéralisme et la droite modérée, voilà. Et donc c'est bien cet espace politique dans lequel il est. Donc il peut y avoir une confrontation entre voilà, des députés qui veulent accrocher comme ça la majorité, et puis une majorité un peu ectoplasmique, mais quand même en partie seulement, parce qu'il va y avoir quand même des gens assez expérimentés qui ont l'habitude, hein, et qui seront élus ce soir et qui savent faire quand même. Alors, Lucie, le grand jeu de massacre à droite est censé commencer quand ? Dans l'agenda prévisible dès la semaine prochaine, c'est ça ? Dès la semaine prochaine, en fait, là, je pense qu'effectivement... Parce que c'est quoi ? C'est les constitutions de groupe la semaine prochaine ? C'est la semaine suivante ? Oui, la rentrée est le 27. Donc l'élection du président de l'Assemblée, c'est dans 10 jours, le 27 juin. Et la constitution des groupes, c'est après, hein, dans la foulée. Donc voilà, ce sera en place pour le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Et donc, dès la constitution de groupe, le débat à droite... On va voir, voilà. Et puis, effectivement, l'horizon, c'est l'automne et c'est le congrès. Et sans doute que là, les choses vont se clarifier. Mais c'est vrai que c'est difficile, là, de dire l'état des forces avant de voir... Ceci dit, juste si je puis me permettre, sur la droite, ils vont avoir quand même un vrai sujet, au-delà des personnalités qui entrent à l'Assemblée, etc. C'est qu'ils vont enfin pouvoir reparler d'idées. Parce que c'est quand même un no man's land depuis des mois et des mois. Là, ils étaient partis sur un projet présidentiel de François Fillon qui était présenté pendant la primaire comme le meilleur projet et qui s'est avéré être une catastrophe. Et ensuite, pour les législatives, ils ont refait un projet en piochant chez Sarko, chez Juppé, chez Fillon. Ça n'avait aucun sens. Donc là, ils vont pouvoir enfin se remettre un peu en route sur ce plan-là, quoi, qui est quand même pas des moindres. Bon, eh bien, merci beaucoup. Il est 20h47. On va repasser la parole à Hubert Huertas pour qui nous donne des résultats plus précis. Et puis ensuite, vous retrouvez Stéphane, Edoui, Fabien, Edoui et plusieurs chercheurs qui vont nous accompagner cette soirée pour analyser ces résultats. Hubert, c'est à toi. Des résultats qui nous surprennent et qui forcément nous surprennent un peu par rapport aux premières tendances qui avaient été données ce soir et puis par rapport aux prévisions également, des prévisions d'une victoire énorme de La République En Marche. On a ce soir une victoire, certes, on a une majorité absolue, mais elle est moins pléthorique, vous le soulignez depuis tout à l'heure. Donc on a tendance à oublier ce qui est l'autre donnée majeure de cette journée et qui ne doit pas être oubliée, parce que c'est une donnée absolument record et qui souligne un véritable problème institutionnel. C'est l'abstention record. Je vous rappelle que environ 57%, voire 58% des électeurs ne sont pas allés voter aujourd'hui. Il faut garder ça en tête en rappelant les résultats dont je vais vous donner et rappeler les grandes lignes. Donc, la vague de La République En Marche est réelle, mais elle est moins forte que prévu. Les estimations d'Ipsos sont plus proches des résultats, semble-t-il, que les premières que je vous donnais, qui étaient celles de l'Institut ELAB. Donc, on va s'en tenir à
aux évaluations d'Ipsos qui semblent recoupées par les résultats dans les circonscriptions. 352 sièges pour La République En Marche, 309 donc pour La République En Marche elle-même et 43 pour le MoDem. Donc majorité absolue, mais un raz-de-marée moins important. Derrière, les Républicains et l'UDI, 128 sièges, c'est moins mal qu'attendu, c'est même mieux. Et M. Barouin, d'ailleurs, se félicitait de ce résultat il y a un instant. Au Parti socialiste et radicaux, on a 50 sièges selon Ipsos, 35 pour le PS, 15 pour les radicaux et les divers gauches. Pour la France insoumise et le Parti communiste, 30 sièges, selon Ipsos toujours, 19 pour la France insoumise, donc qui pourra constituer un groupe parlementaire, 11 pour le Parti communiste. Il faudra voir si, à eux deux, ils forment un même groupe ou s'ils se séparent, s'ils se divisent. Le Front National, selon Ipsos, 8 sièges. Marine Le Pen dit qu'elle est assurée d'au moins, elle l'a dit il y a un instant, d'au moins 6 députés. 8 sièges reviendraient à des divers. Les résultats dans les circonscriptions, vous vous en doutez, ne cessent de tomber. Les 577 circonscriptions. Olivier Faure pour le Parti socialiste en Seine-et-Marne, président du groupe à l'Assemblée, est élu. Boris Vallaud dans la circonscription d'Emmanuelli, de Monsieur Emmanuelli, il est élu. François Ruffin, soutenu par l'ensemble de la gauche, est élu. Jean-Paul Lecoq, communiste, retrouve son siège au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe. Donc, le Premier ministre, Alexis Corbière pour la France insoumise, est élu à Montreuil, 56% des voix environ, peut-être même un peu plus. André Chassaigne, le président du groupe PC à l'Assemblée, est réélu dans le Puy-de-Dôme. Jean Lassalle, divers et ex-MoDem, est réélu. Yves Gégaud, UDI, est réélu. Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée, est également réélu. Franck Yester, député sortant LR, mais Macron compatible, est élu. Éric Woerth, LR, réélu. Philippe Vigier, UDI, réélu en Eure-et-Loire. Guillaume Pelletier, LR, tendance dure de dur, est également élu, de même que Éric Ciotti, même tendance dans les Alpes-Maritimes. Laure de la Raudière, les Républicains, tendance Macron, est réélu. Le ministre Bruno Le Maire est très confortablement réélu. Richard Ferrand, on attendait ce résultat, il ne faisait guère de doute après le premier tour, mais je vous confirme donc qu'il est élu dans le Finistère et réélu. C'était un député socialiste sortant. Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, est battu. Il démissionne de ses fonctions. Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, PS, battu dans le Finistère. Christian Paul, député PS sortant, frondeur, est battu. Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture, est quant à lui réélu. Sylvia Pinel, vice-présidente du Parti radical de gauche, est réélue dans le Tarn-et-Garonne. En Corse, pour la première fois, 2 indépendantistes iront à l'Assemblée nationale. Il s'agit de messieurs Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva. Catherine Vautrin, qui était vice-présidente LR à l'Assemblée nationale, a de son côté été battue. Je vous les donne comme ils arrivent, ces résultats, un peu dans le désordre. Christophe Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement, est réélu dans les Alpes de Haute-Provence. Il avait été élu député Parti socialiste en 2012. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, était menacée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a finalement été élue à 136 voix près. À La Réunion, c'est l'ex-ministre PS des territoires d'outre-mer. Elle est Parti socialiste, Macron compatible, c'est Erika Bareg et elle a été confortablement réélue donc sur l'île de la Réunion avec 66% des voix. Je n'ai pas encore le score, mais je peux vous dire que le résultat sera très serré entre Farida Amrani, la France insoumise, et Manuel Valls dans l'Essonne. C'est une circonscription qu'on va regarder à la loupe, si j'ose dire. Côté Front National, Marine Le Pen est très confortablement élue à 60% des voix dans sa circonscription. Et le Front National ferait une forme de razzia dans le Pas-de-Calais, puisqu'il pourrait y avoir 3 autres élus Front National dans le Pas-de-Calais. Monsieur Louis Alliot est également élu, Front National aussi, vous le savez, mais Florian Philippot est battu. Et puis Gilbert Collard, qui avait un ballottage assez difficile, est également élu dans le Gard. Résultat qui m'est parvenu il y a quelques instants, c'est Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, Parti socialiste, qui est
battu. Donc, pour résumer, une majorité absolue pour Emmanuel Macron, mais moins pléthorique que prévu. Il y aura également, c'est important à souligner, des groupes parlementaires pour le Parti socialiste et un groupe parlementaire soit pour la France insoumise seule, soit pour la France insoumise plus le Parti communiste. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure qu'il est.